Ce qu'on a proposé, donc on accueille M. Keita que Benoît va introduire. Merci d'être avec nous. Et on l'a accompagné de Christophe Mestre, qui est le directeur du CEDEL. Je suis Benoît Leroux, je suis de l'association GRAD, groupe de réalisation et d'accompagnement pour le développement. On est franco-suisse, on est basé à Haute-Savoie et à Genève. Et notre premier métier, c'est l'édition. On est très heureux d'accueillir M. Denba Keita, qui est notre avant-dernier auteur, pour le 4e livre d'une collection qui s'appelle Porter les paroles paysannes, et qui a pour but de faire entendre les voix d'acteurs du Sud influents dans le développement local. Et M. Denba, il l'est. Et il est de plus en plus depuis qu'il est devenu député. Voilà. Cette collection a été initiée par Bernard Lecouple, mon père, et elle a pour but, effectivement, de faire entendre aux enfants de ces acteurs aussi. Des fois, elle dévalorise un peu leurs parents paysans, que leurs parents paysans se sont battus pour qu'ils arrivent là où ils en sont. On a la chance d'avoir M. Keita avec nous. Alors, il est venu, je pense, 18 fois en Haute-Savoie pour travailler sur ce livre. Au départ, ce n'était pas un livre. Il a fait 5 dossiers différents sur la Casamance et l'histoire des conflits en Casamance, et puis à la fin, on a fait avec lui un livre. Le livre raconte l'histoire des combats qu'il a menés pour essayer de rétablir la paix dans sa région. Il est originaire d'un petit village qui s'appelle Mahamouda, qui est à la frontière de la Guinée-Bissau, au sud de la Casamance, et qui, dès 92, même avant, était en situation de crise, et donc il a dû quitter son village à ce moment-là pour se réfugier à Ziguinchor, et depuis, il essaye de ramener la paix dans la région pour pouvoir retourner dans son village et pour permettre aussi aux gens qui ont été déplacés par ce conflit d'aller dans ce village. Il a été responsable paysan au niveau de la FOX, la Fédération des organisations paysannes du Sénégal. C'est comme ça qu'on s'est connus dans les années 85. Il était responsable de la formation. Et puis après, il est retourné en Casamance pour travailler sur la Casamance. Il est devenu secrétaire général d'une association qui s'appelle APRAN SDP. Et c'est avec cette association qu'il a travaillé sur la paix. Il a eu la chance, en tant que frère à la fois des militaires et des indépendantistes, entre guillemets, d'être un peu dans une situation idéale mais compliquée pour essayer de renouer les communautés séparées. Il va nous raconter tout ça. Voilà. Depuis quelques années, il est devenu député, depuis 2 ans. Et donc il a plusieurs responsabilités au sein de l'Assemblée nationale. Il est député de Ziguinchor pour l'APR, donc un des partis de la coalition présidentielle de Macky Sall. Et il est aussi vice-président de la Commission nationale de l'agriculture. Il est aussi impliqué dans la commission sur la sécurité. Il travaille aussi beaucoup avec une entente interparlementaire sous-régionale qui est basée à Abuja. Et puis, si jamais ça vous intéresse, il est aussi chargé par l'État sénégalais d'organiser un petit peu la rencontre sur le sommet mondial de l'eau qui aura lieu à Dakar en mars 2021. Voilà, c'est différentes casquettes. Je lui laisse la parole. Alors, je commence les questions. La première question qu'on avait envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'un conflit surgit? Quelles sont les causes, quels sont les facteurs qui font que, en Casamance, le conflit est apparu? Merci Audrey. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier le président du CEDEL, mais aussi remercier le GRAD qui m'a donné un peu cette opportunité, mais remercier tous les participants. Pour le cas concret de la Casamance, je pense que les causes sont multiples. Vous comprendrez que la Casamance, c'est une région qui est au sud du Sénégal,
C'est une région qui est coincée entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Malheureusement, on n'a pas la carte devant nous. C'est complètement une zone qui est coupée du reste du pays. Donc, la première cause, c'est un peu l'enclavement. Donc, à un moment, les Casamançais ne se sont pas sentis sénégalais à part entière, parce que pour aller dans le reste du pays, par exemple au nord, il faut impérativement traverser la Gambie, qui est aussi positionnée à l'intérieur du Sénégal. La deuxième cause, le conflit casamançais, en fait, a une cause politique. Il faut comprendre que la Guinée-Bissau était colonisée par les Portugais, la Gambie colonisée par les Anglais, et la Casamance qui était là, tout le temps les gens ne se sentaient pas totalement sénégalais, et à un moment, ils ont voulu aussi réclamer leur indépendance. Donc ça c'est la deuxième cause. La troisième cause, c'est en fait des questions de développement. Mais ça c'est pas le propre de la Casamance. Il faut comprendre que naturellement, dans nos pays, en tout cas en Afrique, toutes les régions périphériques ont ce problème-là. Donc l'État central met beaucoup plus l'accent au niveau de la capitale nationale et aussi dans les capitales régionales. Donc toutes les zones qui sont enclavées sont délaissées. Et réunissant tous ces ingrédients, à un moment, le mouvement des forces démocratiques de Casamance, qui est créé en 1947, qui avait comme objectif de défendre les intérêts de la Casamance à l'intérieur du Sénégal, a voulu interpeller l'État du Sénégal sur ces aspects-là. Et précisément le 26 décembre 1982, les populations se sont organisées dans l'objectif de déposer au mémorandum au niveau de la gouvernance de Ziguinchor pour que le gouverneur puisse remonter ce document au sommet. Et c'est cette manifestation qui a été dispersée. Et il y a eu des poursuites, en tout cas, qui ont été lancées par les autorités. Lors de ces manifestations, il y a eu des morts d'hommes. Donc, c'est de là où est parti le conflit armé. Donc, déjà en 1983, ceux qui ont décidé de se retrancher dans la forêt ont créé le maquis casamançais. Et c'est depuis 1983 que le conflit armé a déclenché en Casamance au Sénégal. Merci pour cet éclairage. Christophe, par rapport à cette question, les conflits, les causes de conflit, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bien, bonsoir. Pas la prétention de pouvoir répondre complètement à la question. Et de plus, j'ai la chance, comme la majorité de ceux qui sont là ce soir, de vivre dans un espace dont on dit parfois du mal, mais qui quand même depuis 1945-1944 nous préserve de la guerre. Espérons que ça continuera. Sur les causes de conflit, et je crois que monsieur le député l'a bien mentionné, une des causes principales, c'est pas la pauvreté, ce n'est pas la situation, je dirais, de certaines personnes, c'est vraiment une question politique qui est liée à l'exclusion et la discrimination. Et le fait qu'à l'intérieur d'un État,
il y a des groupes, alors qui peuvent être des groupes sociaux, qui peuvent être des territoires, qui justement ne se sentent pas pris en compte par l'État-nation. Et donc, monsieur le député le disait, les zones de frontière, dans la plupart des États, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, sont des zones qui sont particulièrement exclues du développement national, qui sont vécues comme des zones qui sont des murs qui séparent, et non pas comme des liens entre pays et entre peuples. Et donc, beaucoup de conflits, effectivement, on le voit aujourd'hui dans le Sahel, naissent dans ces zones de frontières, ou se développent dans ces zones de frontières, qui sont des terreaux qui facilitent la mobilisation des habitants pour s'impliquer dans des groupes extrémistes violents qui ont après différents objectifs. Donc cette question de l'exclusion, elle peut être liée aux frontières, elle peut être liée aussi à des questions plus de gouvernance. Le troisième exemple, qui est du même type, c'est au Pérou, pendant plus de 20 ans, il y a eu une guérilla du Sentier Lumineux, du Parti communiste du Pérou, pour le Sentier Lumineux de Juan Carlos Mariátegui, appelé le Sentier Lumineux, qui s'est développé dans le sud du pays, dans la zone indigène du pays, là aussi sur le fait que, politiquement, les indigènes au Pérou n'étaient absolument pas écoutés, n'avaient absolument accès à aucun poste de responsabilité politique, militaire, administratif, et au bout d'un moment, effectivement, se sont fait en partie manipuler par des leaders qui cherchaient le pouvoir et qui ont mobilisé de nombreux Indiens, donc ce que dit monsieur le député, effectivement, de pouvoir asseoir ce conflit sur une base sociale importante. Merci pour ces éclairages. La deuxième question qu'on se pose et qu'on avait envie de vous poser, M. Keïta, c'est quand le conflit démarre, il est là, tout le monde le voit. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Quelles sont les dynamiques à l'œuvre? Y en a-t-il d'abord? Quels sont les acteurs? Comment, du point de vue à la fois des institutions ou des associations, des ONG peut-être, ou même des habitants, comment ça se passe? Quelles dynamiques se mettent à l'œuvre? Merci. Donc, vous comprendrez que par rapport au cas spécifique de la Casamance, à partir de 1982, quand le conflit armé a démarré, la stratégie de l'État du Sénégal, c'était vraiment engager un combat, donc utiliser la force pour régler ce conflit, pour que dans ces cas de conflit, en fait, on ne sait pas qui est notre ennemi. Vous savez, la guérilla, c'est pas facile. C'est pas comme deux pays qui se battent où ce sont les forces régulières qui sont face à face. Mais dans le cas spécifique d'un conflit armé, je pense que l'expérience qu'on a connue en Casamance a fait trop mal aux populations. Parce que le conflit casamancé a été porté, soutenu et accompagné par les populations. Ce sont les fils de la Casamance qui se sont retranchés dans le maquis, qui ont été accompagnés par les populations, les bois sacrés, les associations culturelles et traditionnelles, avec tous les appuis nécessaires, que ce soit mystique, que ce soit culturel, que ce soit matériel. Voilà. Donc,
ce n'était pas facile pour une armée de combattre cette rébellion, quelle que soit la force que nous avons au niveau des forces de sécurité et de défense. Maintenant, ce conflit a tellement duré et avec des conséquences énormes entre 1982 et 2000 par exemple. Il y a eu beaucoup de conséquences sur les populations, surtout les populations qui sont le long des frontières avec la Guinée-Bissau et la Gambie. Il faut comprendre que la stratégie à l'époque du mouvement des forces démocratiques de Casamance, c'était de s'implanter le long de la frontière avec la Guinée-Bissau, tout simplement parce que quand la Guinée-Bissau, pendant les années 70, se battait pour la guerre de libération contre les Portugais, ils ont utilisé la Casamance comme base arrière pour pouvoir combattre les Portugais. Donc si la Casamance est dans ce même sillage, voilà, donc il fallait mettre les bases du MFDC à côté de la frontière avec la Guinée-Bissau et utiliser ce pays comme base arrière. Jusqu'en 1991, bon, les choses ont beaucoup évolué. Et il y a eu un accord de paix de Katiou. Et c'est ça qui a permis à Sidi Badji, à un moment, de dire que voilà, il faut arrêter ce conflit parce qu'il y a eu trop de morts. Et c'est là où le MFDC a commencé à s'implanter dans le Bignona, à côté de Djouloulou, à Mongol. Donc c'était les premières bases qui se sont créées dans le département de Bignona parce que le MFDC disait créons des bases au sud et laissons le Bignona produire pour alimenter le maquis. Mais comme cela était sorti, il fallait les détacher et les installer un peu dans le nord de Bignona. Donc, à partir de 1992, donc là, c'était vraiment les moments les plus difficiles. Donc, il y a eu beaucoup de villages déplacés, avec plus de 60 000 personnes déplacées et réfugiées, des populations qui se sont retrouvées en Gambie, en Guinée-Bissau, où voilà, celles qui n'ont pas voulu aller dans ces pays se sont retranchées dans les villages considérés beaucoup plus en sécurité. Tout simplement parce que comme les bases du MFDC étaient situées le long des frontières, bon, les combats se menaient voilà, entre la frontière et les grandes villes. Donc les populations étaient dans deux feux. Donc il fallait partir. Donc nous, notre stratégie à l'époque, c'était, voilà, on était complètement désespérés parce qu'on signait des accords de paix entre l'État et le MFDC et le lendemain, ces accords étaient violés. Tout simplement parce que le mouvement des forces démocratiques de Casamance était complètement divisé. Donc l'aile politique n'avait plus le soutien et la confiance de l'aile militaire. Les populations aussi, voilà, étaient complètement divisées, le tissu social et familial complètement déstructuré, parce que voilà, vous allez dans une famille, il y a une partie qui soutient la rébellion et l'autre soutient voilà, l'État du Sénégal. Il y avait une incompréhension terrible. Des populations qui ne se voyaient plus, donc voilà, les morts continuaient, les déplacés, vraiment ça a continué, et beaucoup de villages qui ont disparu sur la carte. Et en 1999, comme on était un peu dans le mouvement associatif, c'était notre zone d'intervention. Beaucoup de villages ont disparu sur les cartes. Tout ce qu'on a investi n'était plus vraiment utile parce que les gens sont partis, ils ont abandonné toutes ces infrastructures-là qui pouvaient servir au développement économique et social des populations. Nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose, sinon on va disparaître. Parce que moi-même, mon village a été déplacé depuis 1992 et jusqu'à présent, les gens ne sont pas repartis parce qu'il y a des bases à côté. C'est ainsi qu'on a pris la responsabilité de lancer une étude pour voir concrètement qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, mieux comprendre le conflit.
ces causes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas avancer dans le cadre de l'application des accords? On a compris que quelque part, il fallait beaucoup travailler sur les populations en Casamance. Et c'est là où on a lancé des initiatives de discussion, d'échange, mais surtout de communication. Parce que là, il fallait briser la glace. Parce qu'à l'époque, à 1999 jusqu'en 2000, vraiment c'était dangereux de parler du conflit de Casamance. Soit on était attaqué ou tué par les rebelles, soit ce sont les militaires qui t'enlèvent ou qui te tuent. Donc c'était très dangereux. Maintenant, stratégiquement, il fallait aller vers les deux parties en conflit. Leur prouver que la population souffre de ce conflit-là. Il fallait faire quelque chose pour, en tout cas, dépasser cette situation parce que les conséquences sont énormes. Vraiment, ça faisait... Le conflit casamançais, c'est le plus vieux des conflits et le moins connu. On n'en parlait nulle part. Et le Sénégal, dans sa démarche, dans sa stratégie, disait que c'était un problème interne. Il faut le régler, c'est des frères, il y a eu des incompréhensions. Ce qui fait qu'aux Nations Unies, dans les institutions sous-régionales, on n'en parle pas jusqu'à présent. Mais on sait que vraiment c'est un conflit qui a beaucoup de conséquences. Et pour contourner cette question, c'est là où on a inventé les week-ends culturels de solidarité, d'entente, de pardon, mais surtout de réconciliation. Parce qu'on a compris que tant que les populations de Casamance ne se pardonnent pas, n'acceptent pas de se réconcilier et de se battre pour retrouver la paix, retrouver leur dignité, il sera très difficile de retrouver la paix parce que ce sont ces mêmes populations-là qui, en 82 et en 83, ont accepté d'envoyer leurs enfants dans le maquis pour combattre l'État du Sénégal. Et ce comportement a fait que les Casamançais, entre eux, ne se parlent pas. Pour réussir ça, il a fallu prendre langue avec l'État du Sénégal. Pour que l'État comprenne qu'il est temps qu'on donne la parole aux populations. Aussi, aller vers le MFDC, surtout ceux qui détiennent les armes, pour leur faire comprendre que il faut qu'ils arrêtent. Si réellement ils sont partis dans le maquis dans l'objectif de défendre les intérêts des Casamançais, aujourd'hui ils sont en porte-à-faux avec cet objectif parce que les Casamançais sont en train de souffrir. Et on leur a demandé de nous donner toutes les garanties pour qu'on puisse dérouler des activités de communication dans toutes les localités affectées par ce conflit. À l'époque, il y avait 9 communautés rurales. Aujourd'hui, ce sont des communautés territoriales qui touchent un peu 3 ou 4 départements. Ce sont les départements de Oussouye, le long de la frontière avec la Guinée-Bissau, le département de Ziguinchor, le département de Goudomp actuellement et le département de Bignona, en ce qui concerne la Gambie. Et c'est là où on a organisé toutes nos rencontres. Mais on a exigé à ce que l'État soit là. L'administration centrale, donc représentée par le sous-préfet ou le préfet de la localité, mais aussi que les militaires soient là. Parce que ce sont eux qui assurent la sécurité des personnes et des biens. On a aussi demandé au MFDC qu'il y ait des représentants de l'aile politique, mais aussi qu'il y ait des représentants de l'aile combattante qui sont venus du maquis. Et on a impliqué toutes les couches des populations, que ce soit les chefs de village, les chefs religieux, les responsables des femmes, les chefs coutumiers, les jeunes. Donc, pendant 3 jours, on a communié ensemble à travers des activités culturelles. Parce que, à l'époque, toutes les activités traditionnelles et culturelles étaient arrêtées en Casamance. Parce que la peur était là. Les jeunes ne voulaient plus revenir
dans les villages. Ils étaient soit à Ziguinchor, ceux qui sont à Dakar ne revenaient plus même pour aider leurs parents dans les travaux champêtres. Donc on a recréé la vie au village pendant 3 jours. Où, dans un village, toute la communauté rurale se retrouvait. Et nous, en tant qu'organisation paysanne, on soutenait en tout cas toutes ces initiatives pour mobiliser toutes ces populations pendant 3 jours. Donc on dansait ensemble. On jouait des sketchs, des théâtrales sur la réconciliation, la paix et le pardon. Le lendemain, on organise un grand forum où on donnait la parole à tout le monde. L'État, le MFDC, les chefs de village, les jeunes, les femmes, chacun revenait sur les conséquences du conflit et au même moment proposait des initiatives de sortie de crise au niveau local. Ça, c'est pour faire face déjà aux problèmes que nous avons toujours vécu, qui fait que l'État et le MFDC s'enfermaient toujours, tous les deux, signaient des accords et ces mêmes accords étaient violés le lendemain. Parce qu'ils n'ont pas pris en compte les préoccupations et les propositions de sortie de crise des populations qui vivent, en tout cas les conséquences de ce conflit-là. Donc, ce sont des moments très importants pour mobiliser les jeunes, parce que les 2 couches les plus importantes, ce sont les femmes et les jeunes. Les femmes, ce sont elles qui, la plupart, ont beaucoup souffert dans ces conflits parce que les hommes, soit ils sont dans le maquis, ou ils sont réfugiés en Gambie, en Guinée-Bissau, parce qu'ils sont recherchés. Donc les femmes sont obligées de rester dans les villages et se débrouiller pour assurer la survie, en tout cas de la famille. Les jeunes, en fait, ce sont eux qui se retrouvaient dans l'armée sénégalaise et d'autres se retrouvaient aussi dans le maquis. Donc, dans certaines familles, on retrouvait 2 frères, l'un dans l'autre camp du MFDC, l'autre dans l'armée régulière, qui se battaient entre eux. Il faut comprendre que dans l'armée sénégalaise, plus de la moitié des soldats, en fait, ce sont des Casamassés. Il y a beaucoup de Casamassés dans l'armée nationale. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont 2 frères qui se battent. Donc, il fallait faire ce travail de conscientisation, de communication, mais surtout que les gens acceptent de se pardonner. D'abord, au sein des familles, entre les familles dans un village donné, parce qu'il y a eu la délation. Les gens se dénonçaient parce qu'ils avaient eu des problèmes par le passé, de petits problèmes. Il fallait utiliser ce conflit pour régler ça. Mais aussi que les 2 frères qui sont dans le maquis et dans l'armée puissent se pardonner. Et c'est comme ça qu'on a pu amorcer cette situation-là. Pousser maintenant les 2 parties à travers les conclusions qui sont sorties des 9 week-ends culturels des zones les plus affectées qu'on a mis sur la table des 2 belligérants pour déjà accélérer le processus. Donc déjà en 2000, le 16 décembre 2000, il y a eu un premier accord de paix qui a été signé. Le 16 mars 2001, on a signé le 2e accord. Le 21 mars 2001, une semaine après, il y a eu un 3e accord qui a pris en charge une question qui n'avait pas été prise en compte le 16 mars 2001. Et le dernier accord de paix qu'on a signé, c'était le 30 décembre 2004. Donc, ça rassurait les populations, parce que ce sont elles, aujourd'hui, qui ont pris la lourde responsabilité de travailler pour la paix, parce que là, on a créé les conditions pour qu'elles puissent se prononcer librement sur ce conflit
et de faire des propositions que les deux parties ont prises en compte. On a accéléré ce travail au niveau de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Parce qu'avec les réfugiés qui sont là-bas, tout le monde n'est pas réfugié. D'autres sont des sympathisants. Parce que la plupart ont même refusé d'aller dans les camps de réfugiés. Il fallait s'installer le long de la frontière pour servir un peu de base arrière pour accueillir les familles des combattants qui sont là-bas. Mais on a pris notre courage pour aller discuter avec ces populations-là pour les rassurer et négocier la libre circulation des personnes et des biens. On a dit à l'État du Sénégal, vous ne pouvez pas vouloir travailler pour la paix si on ne donne pas l'occasion aux Casamassés, et y compris les combattants du MFDC, de venir librement en Casamance, dans leur village, discuter avec leurs parents. Parce que déjà les populations ont pris la décision de discuter avec tout le monde. Donc cette libre circulation des personnes et des biens a accéléré le processus de retour. Et là, en tant qu'association, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a aussi eu le mandat des deux parties pour aller au niveau des frontières. En PAC en ce qui concerne la Guinée-Bissau et Siliti en ce qui concerne la Gambie, pour transporter ces réfugiés-là, mais aussi travailler pour leur réinsertion dans les villages, donc pour les aider à reconstruire les maisons, les infrastructures communautaires de base, mais aussi créer des activités économiques pour faciliter leur réinsertion. L'autre question sur laquelle on a fait beaucoup de médiation aussi et de facilitation, c'est celle de déminage. Parce que la Casamance était très minée. Plus de 3 millions d'hectares, de mètres carrés déminés. C'était un problème. Parce que l'armée faisait du déminage opérationnel. Pour que l'armée n'est pas neutre. Donc, les deux parties, chacune a posé des mines. Mais l'avantage de l'armée, c'est qu'il y a un plan de pose de mines. Mais les combattants de MFDC n'ont pas de plan de pose de mines. On ne sait pas là où ils ont posé des mines ou pas. Il se trouve que le Sénégal a déjà signé la Convention d'Ottawa en 1998. Donc, avec l'obligation de déminer. Mais le Sénégal ne peut pas déminer. Parce que cette convention ne lie pas le MFDC qui est un groupe armé. Donc, il fallait qu'on travaille, que je fasse le porte-à-porte pour rencontrer tous les chefs de guerre, tous les commandants du MFDC, pour leur faire comprendre que la mine antipersonnelle est interdite par la Convention d'Ottawa. Mais le message était passé difficilement, parce que pour le MFDC, la mine vraiment est une arme de guerre. Ça leur protège contre l'avancée des militaires vers leur base. Mais il se trouve que, voilà, la liste des victimes de mines s'allonge. Aujourd'hui, on est à 832 victimes de mines en Casamance. Des terres complètement polluées. Donc, si réellement le Sénégal, les militaires étaient là pour la protection des populations, et que les MFDC disaient, voilà, moi je me bats contre le Sénégal parce que je veux défendre les intérêts des Casamassés, ben voilà, ils allaient au moins accepter à ce qu'on dépolie la Casamance. Et là, j'étais obligé de prendre, en tout cas, les localités à déminer proposées par le gouvernement du Sénégal et aller dans le maquis Casamassé vers les combattants pour leur demander d'accepter à ce que ces localités qui n'ont pas d'enjeu économique ou d'intérêt particulier pour la rébellion, qu'on puisse les dépolier pour que la population casamassaise puisse venir, en tout cas, habiter dans les villages et s'adonner aux activités de production. Et c'est ce travail qu'on a fait vraiment jusqu'en 2013-2014 pour déjà baisser l'intensité du conflit. Mais ce n'était pas facile, parce que la façon dont le président Abdou Diouf et le président Wade ont voulu gérer le conflit, ça n'a pas permis d'aller très vite. Ce n'est que maintenant, à partir de 2012,
avec la venue du président Macky Sall, qu'on a connu vraiment une issue heureuse, parce que lui, il s'est basé sur un peu les causes du conflit pour s'attaquer vraiment à certaines souffrances, par exemple le désenclavement de la Casamance. Là aujourd'hui, il a désenclavé totalement la Casamance par mer. Aujourd'hui, il y a 7 bateaux qui lient Dakar à Ziguinchor par semaine. Sur le plan aérien, il y a 4 avions qui font Ziguinchor-Dakar par jour, 30 minutes de vol. Et par terre, je pense que par la route, il y a aussi beaucoup d'avancées avec la RN6 qui relie Ziguinchor, Kolda, Vélingara jusqu'à Tamba par la bretelle. Mais ce qui est important, c'est la vieille doléance des Casamancés qu'il a réglée en soutenant les efforts, en tout cas de la Gambie, pour mettre un pont sur le fleuve de la Gambie, parce que sur ce fleuve, il y avait un bac qui posait trop de problèmes, qui faisait en sorte que des populations, des fois, dormaient pendant 2 jours au niveau de ce bac, sans pour autant arriver soit à Dakar ou arriver en Casamance. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose la plus importante, il a reconnu, en fait, les Casamancés. Il a beaucoup donné confiance, en tout cas, aux fils de la Casamance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de directeurs généraux, donc de ministères ou d'agences, qu'il a nommés. Beaucoup de directeurs de sociétés, des fils de la Casamance qu'il a nommés, il y a des ministres. Donc aujourd'hui, il a valorisé le statut des fils de la Casamance. La troisième chose, c'est d'accélérer les programmes de développement économique, parce qu'il a compris que la Casamance a perdu beaucoup de temps. 38 ans de Niger de Niger. La Casamance, en 1960, quand on parcourt le premier plan de développement, c'était dit que la Casamance est le grenier du Sénégal. Mais avec ce conflit, la Casamance a perdu cette place. Donc, depuis 12 ans, il a lancé les grands projets. Le barrage d'Afignan, qui va permettre, en tout cas, à tout un département où il y a 19 communes territoriales, de s'adonner à l'agriculture, surtout la riziculture, avait un problème parce que toutes les vallées étaient salées. On ne pouvait plus produire du riz parce qu'il y avait un barrage qui a démarré depuis plus de 30 ans qui n'est pas achevé. Et là, il a lancé les travaux depuis décembre passé et le barrage sera inauguré en juin 2020, donc dans 4 mois. Ça va permettre de récupérer 14 000 hectares qui seront consacrés à la production de riz et à la diversification des autres activités, y compris le port de Ziguinchor. Le port de Ziguinchor, aujourd'hui, il le considère comme un port sous-régional qui sera utilisé par la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et même le Mali avec la RN6 pour exporter des produits ou recevoir des conteneurs. Et là, on n'a plus besoin de quitter la Casamance pour aller à Dakar pour faire des formalités de douane pour envoyer des conteneurs. Tout passe par Ziguinchor maintenant. Le fleuve a été dragué, le port est complètement développé. Et l'autre chose, il a rassuré le MFDC. Parce que quand il a pris le pouvoir, il a dit « Je ne suis pas venu pour combattre le MFDC. » Il dit « Je tends la parole au mouvement des forces démocratiques, je tends la parole aux populations de la Casamance pour qu'on travaille la Casamance, parce que moi, la Casamance est dans mon sang. » Et c'est ça, vraiment, toutes ces questions combinées qui font qu'aujourd'hui, nous vivons, depuis 2012, une situation de calme en Casamance qui rassure toute la population sénégalaise, parce que les Casamancés
on leur a fait comprendre que le brassage culturel et ethnique qu'on a en Casamance et au Sénégal, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas faire marche arrière. Le Casamancé se marie avec tout le monde. Au Sénégal, les Sénégalais se marient avec les Casamancés. Donc, cette question d'indépendance, vraiment, ce n'est pas l'ordre du jour. Ce qu'il faut affronter, ce sont les questions de développement pur pour que les populations, surtout les jeunes et les femmes, puissent avoir des emplois. C'est le combat que je mène depuis 2 ans à l'Assemblée nationale pour consolider, en tout cas, ma croyance, parce que moi je suis un pur produit de la société civile. C'est quoi? C'est de faire en sorte que le monde rural se développe. Faire en sorte que les jeunes qui sont dans les villages puissent en tout cas avoir toutes les opportunités que les jeunes qui sont dans les villes. Et heureusement aujourd'hui, nos organisations sont en train de pousser pour que des grands programmes comme l'agropole qui va démarrer cette année puissent nous permettre de valoriser toute la production de la Casamance, mais aussi accélérer le processus de retour et de réinsertion des populations affectées par le conflit. Merci. Merci pour cet éclairage sur les dynamiques. Il y en a un certain nombre, M. Keïta. Christophe, en quoi ça fait écho par rapport à d'autres pays, d'autres situations que tu peux connaître ou rencontrer en 3 minutes? Non. C'est là que je deviens désagréable, mais je vous avais prévenu au début. Non, je ne viens pas, tu es. Je suis, pardon. Donc, peut-être deux petits points par rapport à ce qu'il vient de dire monsieur le député. L'un, c'est par rapport à ce qui se passe quand le conflit apparaît, pour paraphraser un célèbre livre. Je crois que, moi, ce que je constate, c'est que dans la plupart de ces nouveaux conflits, quand ils apparaissent, il y a un double mouvement. D'une part, il y a, qui effectivement est souvent mal apprécié, il y a véritablement le développement d'une base sociale, donc d'une implication, comme disait monsieur le député, des habitants dans ces mouvements extrémistes violents qui se fait de manière très souterraine et qui permet à ces mouvements de disposer d'une base sociale importante. Et d'un autre côté, les secteurs de la société ou les territoires ou les instances nationales généralement sont dans une logique d'incrédulité elles sous-estiment ce conflit qui est en train de naître. Moi, j'étais frappé, alors, je ne peux pas faire les Cassandres, mais au Burkina, il y a 4 ou 5 ans, devant nos anciens étudiants, tant à Ouaga qu'à Bobo, de l'assaut, je leur disais, mais au regard de ce qui se passait au Mali à la même période, je leur disais, mais ça vous pend au nez, quoi. Demain, c'est vous qui serez dans la même situation que les collègues maliens parce que les mêmes conditions sont réunies. Les gens m'ont rigolé au nez, quoi. Personne ne m'a pris au sérieux. Aujourd'hui, ça y est, je dirais sur tout le territoire national, tous les Burkinabés ont cette question en tête et c'est vraiment, je dirais, devenu le sujet de préoccupation numéro 1. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. On a pour 30 ans, comme en Casamance. Voilà, avant que, éventuellement, les choses puissent se résoudre. Et ce moment où, d'un côté, on sous-estime
tant au niveau politique, militaire, de la société civile, le conflit, et où ces groupes se développent, c'est là où effectivement les leaders de ces groupes, qui sont souvent de grands stratèges, et on le voit bien, hein, que ce soit avec Daesh ou que ce soit avec Al-Qaïda, c'est pas des rigolos, quoi. C'est des professionnels de la politique. Hein, ils savent quand faire un attentat et quand ne pas faire un attentat. Et ils savent qui viser, qui ne pas viser. Et c'est ce moment-là qu'ils utilisent pour effectivement, comme on le disait à la belle époque de Tonton Karl, hein, pour aiguiser les contradictions en amenant à un niveau de conflit et de violence qui devient irréductible. Hein, et donc, c'est jouer sur les contradictions qui existent dans la société pour qu'il y ait le développement des règlements de compte liés au foncier, liés à des vieilles rancœurs, et qui font qu'à partir du moment où le sang a commencé à couler à l'intérieur des communautés, où l'armée a commencé à commettre des dégâts collatéraux, ben effectivement, la solution devient impossible à trouver, au moins à court terme. Et c'est ce qu'on voit, hein, je dirais, dans le développement des conflits. C'est ce que j'ai vu au Pérou quand j'y étais dans les années 80-90 avec le sentier lumineux, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Sahel, et qui est en train de se passer. Et après, effectivement, la réconciliation, bon, qui est toujours en cours en cas d'avance, hein, il y a encore du chemin à faire, monsieur le député, hein, voilà, les cheveux vont continuer à blanchir. La réconciliation, elle ne peut venir que si effectivement, là aussi, c'est un double mouvement du pouvoir politique et des habitants, un double mouvement des leaders militaro-politiques et des combattants, mais surtout que les intérêts qui sont nés du conflit soient moins importants que les intérêts qu'il y a à l'arrêt du conflit. Et tant qu'effectivement, il n'y a pas d'identification, comme je crois que c'est le cas en Casamance aujourd'hui, que la guerre d'indépendance, de toute façon, est illusoire, effectivement, là, il y a une fenêtre d'opportunité pour que le conflit puisse s'arrêter, chacun voyant qu'il a plus intérêt à arrêter le conflit et à se réconcilier que, effectivement, à le continuer pendant encore 10 ou 20 ans. Merci Christophe. Monsieur Keïta, là, je vais m'adresser à l'acteur de terrain. Depuis combien? 35 ans. L'agent de développement local, celui qui a pris son bâton de pèlerin pour aller rencontrer des acteurs, etc. Vous nous avez cité un certain nombre d'actions que vous avez mis en œuvre avec votre association. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez aller plus loin dans l'explication de c'est quoi pour vous aujourd'hui la boîte à outils dont un agent de développement local a besoin pour accompagner la réconciliation, le pardon. Comment on fait ça? Est-ce que voilà, il y a des outils particuliers, des compétences qu'il faut développer, des qualités peut-être aussi. Voilà la question. Merci. Moi, je pense que c'est une question très délicate. Parce que si on regarde aujourd'hui les petits conflits, voilà, avec des conséquences très lourdes, les premières capacités à acquérir sont des capacités de base, donc élémentaires, sont des techniques de communication. Je pense que c'est là où les organisations paysannes et des leaders comme moi ont eu beaucoup d'avantages, parce que notre métier, c'est la construction des mouvements associatifs. Moi, je pense que c'est le départ. Avoir toutes les capacités pour comprendre comment ces populations sont organisées, comment ces populations vivent, et les aider à comprendre des situations, surtout qui ne les arrangent pas. Monsieur le directeur disait tantôt que voilà, qui a intérêt à ce que ce conflit s'arrête. Voilà, ce sont
des consultants comme nous. Eux, ce sont des consultants de guerre. Donc, tant qu'il y a des foyers de tension, voilà, ça les arrange. Mais il faut beaucoup travailler, avoir des capacités et des compétences pour faire comprendre aux populations à la base que ça va à l'encontre de leurs intérêts, ça va à l'encontre de leur existence, ça va à l'encontre de leur survie quotidienne. L'autre aspect qui est important, c'est en fait toutes les capacités de négociation. Si on a en face de nous des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts, il faut être capable d'identifier les jeux et les intérêts de chaque acteur. C'est essentiel. Dans des situations de conflit, c'est bien d'avoir la capacité d'identifier les acteurs. Analyser bien le conflit, les intérêts affichés et les intérêts cachés. En général, les intérêts cachés sont plus importants que les intérêts affichés. Et ça, c'est tout un travail à faire. L'autre aspect, c'est toute la réflexion stratégique. Il faut avoir des capacités en planification. La réflexion stratégique, toutes les propositions de sortie de crise, il faut les analyser, voir dans quelle mesure ces initiatives ou ces propositions de sortie de crise peuvent contribuer à atténuer les souffrances, peuvent contribuer à créer un climat de paix. L'autre aspect essentiel, c'est la diplomatie. Le cas de la Casamance. En interne, on ne peut pas régler nous-mêmes nos problèmes casamançais au Sénégal. Ce n'est pas possible. Parce que l'MFDC est éparpillé. Il y a des leaders à Paris, en France. Il y a des leaders en Suisse. Il y a d'autres qui sont en Allemagne. Il y a d'autres qui sont aux États-Unis. Mais les pays voisins qui les hébergent, la Gambie et la Guinée-Bissau. Il faut parler à ces États. Il faut toute une diplomatie. Les gens, pendant ces moments où les armes ne parlent plus, c'est l'économie de guerre. Aujourd'hui, le combat que nous menons au Sénégal et en particulier en Casamance, c'est lutter contre ces réseaux de mafia. Parce que les gens ne se battent plus pour l'indépendance. Non. On se bat pour la paix et le développement. Mais comme tout le monde n'est pas là pour la paix, voilà, il y a l'économie de guerre. C'est quoi? C'est la coupe abusive du bois. On prend le Bignona. Aujourd'hui, il y a des cartels, vraiment des gens qui sont en Gambie, avec des réseaux qui sont en train de déboiser toute la Casamance. Par exemple, le bois de Gagne, exporté en Chine. Il y a la drogue qui a atterri en Guinée-Bissau. Voilà. Tout le monde n'a pas intérêt à ce que cette guerre s'arrête. Donc, un bon leader, c'est celui qui a des compétences et des capacités pour déjà faire en sorte que la base, c'est-à-dire les populations affectées, victimes par ce conflit, puissent comprendre, puissent être dans une dynamique de prise de conscience et de responsabilité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quel que soit là où on se trouve, que ce soit en Casamance, au Mali, au Burkina, tant que les populations, à la base, là où il y a le théâtre d'opération, les gens ne sont pas conscients que ça suffit, qu'ils prennent leur responsabilité de s'engager pour la paix parce que ça va vraiment de leur intérêt, il sera difficile d'arrêter le conflit. Et il faut qu'on ait des leaders dans ces zones
des leaders parmi ces populations ancrées, qui sont reconnues, qui sont crédibles, qui peuvent porter ce combat-là. Moi, je pense que ce sont des éléments, mais aussi il y a des principes. Il faut qu'on accepte être neutre, ne pas prendre parti. Il faut la discrétion dans la démarche. Donc, moi je pense que c'est comme ça qu'on peut formater, fabriquer des leaders au niveau de la base pour que les populations travaillent à côté, en tout cas, des États, des forces de sécurité et de défense, pour que la paix règne partout. Parce qu'on ne peut pas mettre derrière chaque citoyen un policier ou un gendarme. Quelle que soit la puissance d'une armée, si les populations ne sont pas organisées, ne sont pas conscientes, n'ont pas de vision claire sur leur avenir, ben, il sera difficile. C'est ça que nous vivons actuellement dans notre sous-région au Sahel, mais en Casamance particulièrement. Le combat que nous avons mené depuis 35 ans, aujourd'hui ça a porté des fruits. Parce que aujourd'hui nous avons amorcé un virage important. C'est cette accalmie. Parce que c'est le conflit casamance, c'est le plus vieux des conflits. Mais on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est le conflit qui a créé beaucoup plus de souffrance, beaucoup plus de morts, beaucoup de conséquences. Jusqu'à présent, il nous reste plus de 18 villages qui ont disparu sur la carte. Aucune vie, personne ne peut y aller, des champs abandonnés, des terres complètement minées. On n'en parle pas. Mais heureusement, on a le soutien des populations. Les populations de Casamance aujourd'hui ont devancé l'État du Sénégal sur la prise de conscience, sur la prise de responsabilité dans cette dynamique de retour au village. Et même des combattants aujourd'hui qui sortent du maquis, qui rentrent dans les villages, contribuer et participer au développement. Mais tout ça, c'est grâce aux compétences et aux capacités qu'on a, en tout cas, acquis depuis plusieurs années de formation. Parce que personnellement, avec toute cette expérience, j'ai aussi fait beaucoup de cours en matière de médiation avec le département d'État américain. Voilà, une des formations en Israël aussi sur la gestion des conflits. Voilà, j'ai comparé des situations. Mais par rapport à ces conflits, il faut de nouvelles capacités, il faut de nouveaux comportements. Parce que là, il est question de travailler avec les populations, d'organiser les populations, de leur faire comprendre, en tout cas, que cette situation ne les arrange pas. C'est d'autres qui en profitent. Je vous remercie. Alors faire avec les populations, être un passeur, j'ai entendu la notion de temps aussi. C'est ça. Christophe, est-ce que dans la boîte à outils des agents de développement locaux, il y a d'autres éléments à mettre après toi? Alors, je crois que la première chose, c'est de penser qu'aujourd'hui, ceux et celles qui vont appuyer le développement sur les territoires, où qu'ils soient, sont dans l'obligation de prendre en compte cette dimension de la gestion, de la prévention des conflits dans leur activité. Tous les conflits ne prennent pas la dimension de ce que la Casamance a connu ou de ce que connaît le Sahel aujourd'hui, ou de ce que connaissent d'autres territoires, comme en Inde il y a quelques jours, comme en Birmanie. Voilà. Mais aujourd'hui, on constate bien, sur les territoires sur lesquels on travaille, qu'ils soient urbains ou ruraux,
le fait que la société se fragmente et qu'il est de plus en plus compliqué mais nécessaire de travailler effectivement pour construire du lien au niveau de l'État sénégalais pour re-articuler ou articuler la Casamance avec le reste du pays ou le reste du pays avec la Casamance. C'est bien reconstruire une cohérence nationale qui permet de résoudre une partie des causes des conflits qui sont. Je crois que voilà, nous, agents de développement, que ce soit professionnels ou bénévoles, c'est comment on fait pour effectivement reconstruire cette vision commune de là où veut aller la société. Ça passe en partie par, pour utiliser les gros mots, par des questions de gouvernance. Il faut, pour pouvoir construire un projet au sens d'une vision de là où on veut aller, il faut se parler. Et pour se parler, il y a besoin qu'il y ait des dispositifs où les différentes catégories d'acteurs du territoire, c'est jamais tout le monde, on n'est pas au pays des bisounours, donc c'est jamais tout le monde qui va participer, mais où toutes les catégories d'acteurs puissent s'exprimer et puissent contribuer. Et enfin, faire que nous, acteurs, agents de développement, on ne fasse pas trop de bêtises. Alors après, on met des jolis mots là-dessus, approche sensible, conflit, enfin voilà, il y a plein de jolis termes, mais de dire voilà, comment faire pour que ce que l'on fait ne contribue pas à augmenter les contradictions, mais au contraire à les résoudre. Et des fois, on n'a pas tendance... voilà, qu'est-ce qui va se passer quand le pont sera construit en Gambie, sur le fleuve Gambie, au niveau de toutes les personnes qui vont perdre leur activité économique, alors qu'il peut être plus ou moins formel ou informel, honnête ou moins honnête, mais bref, il y a des milliers de personnes, quand il y aura le pont, qui vont perdre leurs revenus. Potentiellement, on génère du conflit. Ces personnes-là, il sera nécessaire de leur prévoir, pas uniquement des mesures d'accompagnement, mais une reconversion dans d'autres activités si on veut qu'effectivement ce pont soit un pont qui relie, et non pas un pont qui sépare, parce qu'il va créer des conflits à l'intérieur de la Gambie, et la Gambie étant tellement étroite, de fait, entre la Gambie et le Sénégal. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important, que nous, effectivement, acteurs de développement, on doit penser, comment quand on réfléchit, quand on conçoit des actions, on les passe au filtre de cette approche sensible au conflit. Merci à tous les deux d'avoir accepté de croiser vos regards. Je vous ai fait faire un petit peu d'exercice en début de séance. On va poursuivre pour être sûr que vous êtes toujours bien avec nous. Je vais vous demander de vous déplacer pour ceux qui sont seuls sur les rangées, si vous pouviez vous regrouper par une dizaine de personnes. On va vous laisser 5 minutes pour débattre entre vous sur quelque chose qui vous a marqué dans ce que vous avez entendu, une question, une surprise, un élément qui vous a particulièrement questionné et que vous aimeriez échanger avec M. Keïta et Christophe. Merci. Je pense qu'il y a des questions très importantes. Commencer par ma femme du nom de Djeju, parce que ma femme, son nom de famille c'est Djeju, elle habite Kanyogo. Donc c'est dans le Bénin. Moi j'habite tout juste à côté de chez vous. Je suis à Château-d'Eau, à côté de l'aéroport. Le GRPC, vous savez, le conflit est tellement... le MFDC est tellement divisé, ce qui retarde le processus de signature de la paix définitive. L'aile politique est divisée, l'aile combattante est aussi divisée. L'État a un problème d'interlocuteur. Pour négocier, il faut 2 parties.
C'est dans cette situation que, voilà, on se débrouille pour avoir cette accalmie. Donc Robert est en train de beaucoup travailler, Robert Sagna, le responsable du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, mais est beaucoup plus concentré sur 3 factions qui ont accepté de se mettre ensemble. C'est les gens de Diakaï dans le Djouloulou, les gens de Kassolol avec César Ratouk Batiar et Compass qui est dans la zone de Ngoré. Il avance bien avec ces gens-là. De l'autre côté, la difficulté c'est Salif qui dit, voilà, il ne reconnaît pas les autres comme des chefs rebelles, c'est lui le patron, il ne reconnaît personne. C'est ça la difficulté. Donc Robert avance avec eux, mais Salif avance aussi avec Saint-Egidio. Donc lui, il a démarré des négociations. Maintenant, pour monsieur le préfet Tandian, je pense que voilà, les questions de sécurité, vous les savez très bien, c'est de la responsabilité de l'État, en l'occurrence le président de la République, qui crée toute cette dynamique déjà pour arriver à cette accalmie, mais qui est en train de pousser pour aller à la paix définitive. Et je pense que tout le monde s'attelle et on se bat au moins avant voilà, 2024, peut-être qu'on retrouve la paix. Mais en Casamance, tout le monde se bat parce que je vous disais au début qu'on ne pouvait pas avoir la paix si la population n'est pas engagée pour la paix. Heureusement, c'est la population qui a devancé tout le monde. Et aujourd'hui, les combattants du MFDC aspirent à la paix. C'est ça qui a motivé un peu toute la population et on y travaille. Pour la reconnaissance du conflit, voilà, ça c'est une situation que nous connaissons au Sénégal. Parce que tout le début, on dit que voilà, c'est un conflit qui concerne les Casamassés. C'est une crise casamassaise. C'est au fur du temps, avec les conséquences, qu'on a fait comprendre aux gens que, en fait, c'est un conflit sénégalais en Casamance parce que les conséquences sont vécues par tout le monde. Si on prend le cas du bateau de Lodiola, le bateau a chaviré 2 jours après l'attaque de Bonkili. Donc, quand il y a une attaque, braquage à Bonkili, les étudiants qui devaient aller à la section d'octobre étaient obligés de se concentrer dans le bateau. Et le bateau a chaviré. Il y a eu beaucoup de morts, y compris des Sénégalais et des étrangers. Et si on regarde le nombre de soldats tués, le nombre de populations tuées, donc ça a permis aujourd'hui de créer une prise de conscience. Et heureusement que vraiment tout le monde se bat, mais cette situation, voilà, c'est une réalité. Même si tu es du nom de famille comme moi, il suffit que je dise que je suis de Ziguinchor, voilà, on me traite de rebelle. Donc il faut que un travail se fasse au niveau national pour enlever cette étiquette et reconnaître des Casamassés comme des Sénégalais à part entière, qu'on ait les mêmes pouvoirs et les mêmes possibilités au niveau du pays. Par rapport, je pense qu'il y a une autre conflit. Il y avait la question quel conseil vous donneriez à des organisations de développement local? Oui, bon, par rapport aux associations locales d'abord, il faut comprendre que la demande est tellement forte parce qu'il y a trop de dégâts. Trop de dégâts, il faut recommencer à zéro. Et les associations que nous avons en Casamance, ben voilà, fonctionnent à coup de projet. Jusqu'en 1999, tous les bailleurs de fonds ont abandonné la Casamance, y compris les programmes nationaux de l'État. Tout était fermé. Il fallait que des ONG comme
comme le PARS, les programmes comme les Allemands ont géré avant, et l'USAID accepte de revenir pour commencer à assister les populations. Donc, les gens parlent, ils voient le nombre d'associations, mais sur le plan financier, ces associations-là ne sont pas solides pour accompagner ce retour-là. Maintenant, le conseil qu'on peut donner aux partenaires, une chose est de travailler avec les collectivités territoriales pour comprendre un peu qu'est-ce que ces collectivités ont prévu dans le plan de développement. Mais la chose la plus délicate qu'on ne retrouve pas dans ces plans de développement, c'est tout ce qui est lié aux questions humanitaires et au secours. Par exemple, aujourd'hui, si tout un village dit, voilà, moi je repars, il faut couvrir des maisons en tout. Il faut des puits, ou il faut un forage. Il faut créer des blocs maraîchers pour que les femmes puissent travailler. Il faut de petits projets d'élevage. Mais tout ça n'est pas inscrit dans les plans de développement des collectivités territoriales parce que ça relève d'une situation d'urgence. Donc, en Casamance, on a deux stratégies. Il y a des programmes purs et durs contenus dans les programmes élaborés par le gouvernement ou les collectivités territoriales. Et maintenant, la situation particulière de Niger et du Niger que nous vivons, et il faut prendre en charge des situations précises. Donc c'est là la difficulté. Ce qui fait que l'aspect communication, échange, discussion avec les populations pour mieux comprendre leurs besoins, c'est important que les partenaires du Nord puissent aussi l'inscrire un peu dans les stratégies. Mais aussi, il y a le partenariat de longue durée. Si c'est venir seulement financer un projet de 2 millions, voilà, 2 millions, c'est pour démarrer une chose et puis ça va s'arrêter. Mais si c'est un partenariat de longue durée, où un partenaire X accepte d'intervenir dans une commune territoriale, mais en mettant en place une stratégie de planification glissante. Ça veut dire, si une situation se présente, qu'on négocie et voir comment accompagner ces initiatives. Mais si c'est vraiment des programmes purs et durs, bien calés, où il n'y a pas une possibilité, il n'y a pas de flexibilité, ça ne marche pas dans des situations conflictuelles. Donc c'est un peu ce aller-retour, peut-être qu'on peut conseiller par des partenaires dans des situations de conflit, parce que tout n'est pas programmé. Merci donc, beaucoup. c'est un peu ces interventions que je voulais faire. Merci. On va passer la parole peut-être à Christophe. Si tu veux. Juste un mot sur le conflit qu'a avancé, je n'ai pas autorité ni légitimité pour répondre aux questions. Sur la question qui est posée plus globalement par rapport à la situation que vivent les associations, des collectivités territoriales, enfin, des acteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes ou plus globalement français qui ont des relations de coopération et d'amitié avec des pays ou des zones en conflit. Voilà. Quelques messages. Hein. Le premier, c'est qu'il faut continuer. Ce n'est pas quand il y a des problèmes qu'il faut baisser les bras. Si on est impliqué dans la coopération, c'est justement pour collectivement essayer de trouver des solutions. Ce n'est pas uniquement être là quand tout va bien. Deuxième point, la priorité, c'est la sécurité. La vôtre et celle de vos partenaires sur place. Alors, j'ai coutume de dire que chacun a fait ce qu'il veut de sa vie, mais en même temps, le jour où il y aura des agents de développement, le jour où il y aura un élu français, le jour où il y aura un responsable d'association de coopération qui sera victime d'un attentat sur place, l'effet sera désastreux pour toutes les relations de coopération. Donc ça, il faut le prendre en compte. C'est de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective. Et l'autre chose, c'est que si nous, Toubab, Nassara, Yogo, Baza,
on prend des risques, on les fait prendre à nos partenaires. Et eux n'ont pas ou beaucoup moins de valeur d'échange. Donc, comme ce qui s'est passé au Nord Bénin, nos partenaires sont éliminés, même si nous, on est équilibrés. Donc, voilà, c'est sécurité avant tout. Ça n'empêche pas d'agir, ça n'empêche pas de faire des choses, mais c'est fondamental si on veut que la coopération continue. Troisième point, c'est de dire on a un rôle, nous, parce qu'on est extérieur, pour faciliter le dialogue. Hein, toujours le gros mot de gouvernance. Quand il y a eu l'occupation de la région de Tombouctou par de Gao et de Kidal au nord du Mali, par les indépendantistes et puis ensuite par ACMI en 2012, la région Auvergne-Rhône-Alpes, il a fallu un peu insister, mais a appuyé financièrement le Conseil régional de Tombouctou pour qu'il puisse tenir ses sessions et délibérer de manière délocalisée à Bamako. Et donc pour que les conseillers des différents partis politiques, des différentes régions géographiques de la région de Tombouctou, des différents groupes sociaux puissent se retrouver et dialoguer. C'est fondamental. Hein, ça a été répété par monsieur le député. Enfin, c'est parce qu'on se parle, parce qu'on est en dialogue, qu'on peut effectivement identifier des intérêts communs, même si on se parle à l'extérieur du territoire, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus y aller, comme on ne peut plus aller, hein, les élus locaux aujourd'hui dans certaines communes du Burkina ne peuvent plus aller sur le territoire de la commune. Voilà. Et dernier point, c'est de dire en termes d'action, si on veut là aussi contribuer au retour à la paix, il y a bien deux actions ou deux types d'actions qui sont complémentaires. L'une qui est concrète, là aussi monsieur le député le rappelait, ça peut être de contribuer à résoudre les besoins, à répondre aux besoins des populations déplacées. Hein, Burkina, 750 000 déplacés. Voilà, sur un pays de 20 millions d'habitants, ça commence à faire du monde. Donc ça veut dire qu'il y a des communes qui ont pu voir leur population doubler. Donc ces déplacés, ils ont besoin d'eau pour boire, ils ont besoin d'assainissement, ils ont besoin d'écoles pour les enfants, ils ont besoin de centres de santé. Voilà, donc il y a besoin de concret pour les déplacés, il y a besoin de concret aussi, bien entendu, pour les personnes qui vivent là, donc l'amélioration des services, etc. Et puis l'autre aspect, qui est l'aspect, pour utiliser des gros mots, hein, politique, qui est effectivement de contribuer à ce que les gens se rencontrent, à ce qu'il y ait un dialogue avec les institutions d'État, à ce que l'État identifie la gravité ou non de la situation, et à nécessité de pouvoir travailler sur ces deux aspects-là, hein, l'aspect politique, l'aspect gouvernance, hein, par le fait qu'on est étranger et qu'on n'a pas les mêmes contraintes que nos partenaires, et l'aspect concret, hein, de pouvoir fournir des services et contribuer au développement sur place. Merci. Merci en tout cas Christophe et Monsieur Keïta d'avoir accepté de croiser vos regards. Merci à vous d'avoir joué le jeu aussi, de vous être déplacés. Pour ceux qui le souhaitent, il y a la proposition d'un verre de l'amitié. Monsieur Keïta aussi se rend à disposition pour dédicacer les livres. Voilà, n'hésitez pas à bien partager ça.